Bienvenue ce soir à cet atelier de cuisine anti-gaspillage ou zéro déchet. Cet atelier est proposé par Bruxelles Environnement, qui mène une grande campagne sur le gaspillage alimentaire et qui fait différentes choses. Donc, ces ateliers sont parmi les premières actions. Il y en a deux. Il y a celui de ce soir et puis il y en a un autre qui est plus autour de l'organisation en cuisine. Du coup, c'est organisé par Zero Waste Belgium, qui est une ASBL, une association qui promeut le zéro déchet en Belgique. Et c'est moi qui vais animer cet atelier. Je suis du coup Madeleine Escaffi et je vais faire une petite présentation. Je vais arrêter du coup. Voilà, comme ça vous allez me voir. Alors, je suis chef de cuisine depuis plus de 10 ans. Je dis 10 ans à chaque fois, mais maintenant ça doit faire 12-13 ans au moins à Bruxelles. J'ai travaillé dans différents restaurants, notamment Les Filles, qui est une table d'hôte où on travaille des produits bio, où c'est des menus uniques et tout le monde mange ensemble sur des grandes tables. Et plus récemment, au Local, qui est un des premiers restaurants zéro déchet de Bruxelles. Aujourd'hui, je suis consultante en cuisine, toujours avec des projets. J'accompagne en fait des projets autour de la nourriture, toujours. Alors, soit c'est des ouvertures Horeca, soit c'est des lieux qui veulent se mettre au zéro déchet ou essayer de moins gaspiller. Mais également, je fais de la création de recettes. Je travaille pour le studio Pépite, qui est un studio culinaire. Donc, on réalise des recettes en vidéo. Et je suis également l'autrice. Donc, j'ai écrit ce livre de recettes qui s'appelle Zero Waste et qui propose des recettes qui sont faciles, belles et bonnes et qui sont anti-gaspillage pour essayer de motiver tout le monde au zéro déchet. Alors, l'atelier va se dérouler en deux parties. Il va y avoir une belle introduction sur le gaspillage alimentaire, pourquoi, quelques chiffres. Et puis ensuite, on va parler plus de la cuisine spécifiquement. Et notamment, on va cuisiner. Alors, je ne sais pas si certains ont vu qu'on pouvait préparer quelques ingrédients et du matériel et cuisiner ensemble. Donc, vous cuisinez de chez vous et moi aussi. Si personne n'a prévu ça, c'est pas grave, vous pourrez reproduire les recettes chez vous plus tard. Les recettes vous seront envoyées par mail, peut-être pas demain du coup parce que c'est samedi, mais sûrement lundi avec un petit questionnaire. Donc vous recevrez ça de toute façon. Alors, je ne sais pas s'il y a des personnes qui ont prévu de cuisiner ou pas du tout. Non, apparemment pas. C'est pas grave. J'espère que ça vous donnera envie de le faire. Alors, je reviens à la petite présentation. Alors, on va commencer, du coup, comme je vous disais, par une petite introduction sur l'anti-gaspillage. Pourquoi ça maintenant? On en parle beaucoup. Pourquoi cette campagne, du coup, proposée par Bruxelles Environnement? J'aime commencer par ce chiffre qui est assez impressionnant, qu'un tiers des aliments produits dans le monde finissent à la poubelle. Donc, je vous laisse imaginer, on produit une quantité de nourriture et il y en a un tiers qui finit... qui est jeté tout simplement. Ça représente 1,3 milliard de tonnes de nourriture jetée. Et donc, c'est assez énorme. Du coup, à ce gaspillage alimentaire, il existe des conséquences. Les premières, j'ai envie de dire, parce que c'est un peu multiple, c'est qu'énormément de ressources sont utilisées en vain. La première, c'est des terres agricoles, par exemple, ou bien des lieux où on va garder des bêtes. Tout ça, on va l'utiliser et finalement, si on jette, par exemple, les aliments qu'on aura cultivés sur ces terres, elles auront effectivement servi à rien. La deuxième ressource, c'est l'eau. On utilise beaucoup d'eau, notamment pour nourrir ces cultures, pour donner à boire aux animaux, mais également pour nettoyer. Par exemple, la botte de carottes que vous achetez,
il faut la laver avant qu'on la mette dans un petit plastique et qu'elle finisse dans votre panier. Donc, beaucoup d'eau est utilisée, de la main-d'œuvre également, des gens qui ont cultivé, qui ont transformé, qui ont transporté. Et tout ça, du coup, ne sert à rien si la nourriture est jetée. Et enfin, beaucoup d'énergie, que ce soit donc pour le transport, souvent des énergies qui sont peu renouvelables comme le pétrole, mais également pour stocker donc de l'électricité. Au final, tout ça, si on fait un raccourci, c'est un peu de l'argent qu'on a jeté à la poubelle. C'est de l'argent qu'on a jeté à la poubelle. Et souvent, c'est votre argent qu'on va jeter à la poubelle, puisqu'il y a une marge qui est prise sur les produits que vous achetez pour justement pallier à ce gaspillage alimentaire. La deuxième conséquence assez aussi dramatique de ce gaspillage alimentaire, c'est la pollution. Le gaspillage alimentaire pollue énormément, produit beaucoup de CO2 et de gaz à effet de serre. Si le gaspillage alimentaire était un pays, il arriverait en 3e position après les États-Unis et la Chine comme le plus gros pollueur. Donc c'est assez énorme. Face à ça, en plus, ça additionne, hein, là c'est vraiment la partie où on va vous culpabiliser un petit peu, mais face à ça, il y a encore un problème éthique. On sait qu'aujourd'hui, 1 personne sur 8 dans le monde ne mange pas à sa faim. Ça représente 870 millions de personnes dans le monde. À Bruxelles, c'est 55 000 personnes qui ont recours à l'aide alimentaire. Et ce chiffre a augmenté depuis la crise du Covid. Donc, il y a des personnes qui jettent des quantités de nourriture à la poubelle. Et de l'autre côté, il y a des gens qui ne mangent pas à leur faim. Heureusement, ce gaspillage alimentaire, ce n'est pas que notre faute, hein. Il y a toute une chaîne où vos aliments, enfin ce qui finit dans votre assiette, il va y avoir donc des pertes ou du gaspillage. Tout d'abord, ça va être la production. Donc là, 32% est gaspillé lors de la production. Donc je vais prendre un exemple, par exemple un agriculteur de pommes de terre. Il va cultiver des patates sur son champ et une année, les patates vont être trop petites et ne vont pas avoir le bon calibre pour être vendues. Du coup, ça va être jeté à la poubelle ou bien il va y avoir une maladie dans les pommes de terre et on ne va pas pouvoir donc les vendre. C'est assez conséquent comme chiffre, 32%, mais souvent parce que c'est des grandes quantités justement qui sont jetées à cette étape-là. Ensuite vient la transformation. Donc, nos pommes de terre partent à l'usine et elles vont être transformées en frites, par exemple. On va les peler, on va les mettre en parfaits petits rectangles. Et là, du coup, on a 21% de pertes à ce niveau-là. Et du coup, ça revient donc à la transformation, le gaspillage à ce niveau-là. Ensuite vient la distribution. Donc la distribution, ça comprend les transports de notre paquet de frites, mais également aussi les magasins où le consommateur va pouvoir les acheter. Et donc là, par exemple, on a nos frites qui ont été surgelées et notre camion qui transportait nos frites a eu un souci et la température n'est pas restée comme il faut à moins 18, donc pour congeler. Et du coup, on va devoir jeter ce paquet de frites et on ne va pas pouvoir le vendre aux consommateurs. Donc là, c'est 14% du gaspillage alimentaire. Et puis enfin, vient la consommation. 33%. Alors 33%, ce n'est pas seulement nous, c'est également les restaurants et les collectivités. Donc 13% revient à eux. Et 20% aux ménages, donc à nous. Donc on gaspille, nous tous réunis, les ménages, on gaspille plus que les collectivités. Souvent, on voit des images très choquantes des fast-food qui jettent des quantités énormes de nourriture. Mais finalement, si on remet ça, si on fait une moyenne de notre gaspillage alimentaire à la maison, on gaspille plus qu'eux. À Bruxelles, ça représente 19 kilos de nourriture par an et par habitant qui sont gaspillés pour une moyenne. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans nos poubelles? Qu'est-ce que l'on jette? J'ai rangé par ordre décroissant. Du coup, ça commence par les fruits et les légumes.
Donc, par exemple, on va acheter une botte de carottes, puis il y a les fans, là, la partie verte, qu'on va jeter à la poubelle en rentrant du marché ou du magasin. Ou bien, on a une petite barquette de fraises et on l'a mis dans le frigo, mais on ne l'a plus vue parce qu'elle était cachée derrière un gros pot de cornichons. Et du coup, on l'a oubliée et on va jeter le reste à la fin de la semaine parce qu'elles sont trop abîmées ou moisies. Ensuite vient le pain et les biscuits. Donc là, si on a un pain trop dur ou des biscuits trop secs ou trop humides. Et ensuite la viande et la charcuterie, puis les produits laitiers. Ça se traduit comme ça pour les produits entamés, produits périmés et restes de cuisine. Donc 48%, c'est des produits entamés. Donc on retrouve la barquette de fraises qu'on avait entamée, qu'on n'a pas fini et donc qu'on va jeter. Puis les produits périmés, donc là il s'agit des produits qui ont une date sur leur emballage. Et souvent c'est des produits laitiers. Ils ont une date limite de consommation, une DLC, et donc là, 27% de produits périmés sont jetés. On va dépasser cette date et du coup, on va jeter le produit. Et enfin, 25% de restes de cuisine. Donc là, par exemple, on prépare un plat comme un risotto et on n'en a pas assez pour faire un plat le lendemain ou le surlendemain. On va le garder un peu dans notre frigo et puis à la fin de la semaine, on ne va pas pouvoir le manger. Et donc, on va le jeter. Alors, j'ai perdu le chat de vue et je regarde s'il n'y a pas des questions qui arrivent. Alors, quelle solution on a face à ça? Alors, la première solution, alors on a notre petit déchet ici, c'est une petite pelure d'orange. Notre première solution, et qui n'est pas du tout mauvaise, qui est bonne, c'est le compostage. Donc, pas mal de gens maintenant se mettent au compost. À Bruxelles, il existe plusieurs solutions de compostage. La première, qui est peut-être la plus accessible et la plus facile, c'est le sac orange. On achète des sacs oranges et on a juste à mettre nos déchets alimentaires dedans, placer ce sac orange devant notre maison le bonjour et la gestion des déchets de la ville vient le chercher. C'est un compost qu'on dit rapide. Vous avez pu voir qu'on ne peut pas tout jeter, tous les déchets alimentaires, donc par exemple les coquilles d'œufs, les os d'animaux, donc comme les os de poulet ou les arêtes de poisson, ne peuvent pas aller dans le sac orange parce que justement, ça met beaucoup plus de temps à se dégrader. Et du coup, pour ce compost qu'on va utiliser assez rapidement, soit pour faire de l'énergie, soit sur des terres agricoles, comme compost, on ne peut pas du coup mettre ces déchets. Une autre solution proposée à Bruxelles, c'est le vermicompost. Donc là, l'idée, c'est de prendre des petits colocataires, donc des vers qui viennent dégrader nos déchets. C'est une solution un peu idéale pour les petits espaces, pour les balcons, même à l'intérieur, c'est possible d'en avoir. Et donc là, il s'agit d'un compost individuel. Ensuite, il y a les composts de quartier. Donc là, on met en commun nos déchets et puis avec tout le monde, on s'entraide pour gérer justement ces déchets. Et enfin, le compost dans le jardin, en silo, là. Donc si on a la chance d'avoir un jardin, c'est également un compost individuel quand on a de l'espace. Vous pouvez avoir tout plein d'informations sur le compost parce que donc sur le site où vous êtes inscrit, peut-être vous avez déjà vu, il y a toutes ces informations. L'ASBL Worm se lie en fait à cette campagne sur le gaspillage alimentaire et propose même d'aider les personnes qui veulent mettre en place un compost chez elles, trouver des solutions ou répondre à des questions. Il y a même des bénévoles qui peuvent venir chez vous gratuitement pour vous aider à mettre en place un système de compostage. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir ça sur le site. Une autre solution, et celle qui m'intéresse aujourd'hui, c'est que si notre petite pelure d'orange ne finissait pas à la poubelle, mais plutôt se transformait en ce gros gâteau à l'orange et au chocolat. C'est encore mieux avec du chocolat, évidemment. En fait, on remarque aujourd'hui qu'il y a beaucoup de déchets alimentaires qui sont créés parce qu'on a pris des habitudes dues peut-être à la société de consommation, à l'histoire. On ne se rend même pas compte qu'en fait, on jette des choses qu'on pourrait peut-être utiliser.
Et la solution, ou une des solutions, pourrait venir peut-être là, c'est que le meilleur déchet est peut-être celui qu'on ne crée pas. Il existe en fait plein de bonnes choses dans ce qu'on jette et on va au marché, on s'intéresse à ce qu'on mange aujourd'hui, donc on va acheter des produits bio, on va faire attention à bien connaître d'où ça vient et finalement on arrive à la maison et puis on va jeter notre belle botte de carottes, on va jeter la moitié puisque les fans vont aller à la poubelle, on va la botte de radis pareil, l'épluchure d'orange aussi à la poubelle, alors que peut-être on pourrait l'utiliser et la cuisiner. Et donc, c'est ça qui m'intéresse aujourd'hui et c'est ça dont j'ai envie de vous parler, de vous montrer en fait des astuces, des techniques de cuisine pour optimiser justement ces soi-disant restes, ces parties qu'on a tendance à jeter et qui ont un intérêt à la fois gustatif, mais aussi culinaire, et également pour votre porte-monnaie, parce que finalement, ces parties, vous les avez achetées et vous allez les jeter. Donc l'idée, c'est de se reposer des bonnes questions et de se demander pourquoi on jette et qu'est-ce qu'on pourrait faire justement de ces parties-là. Alors, petite question, à condition d'acheter des produits bio. Oui, moi je conseille, je préconise d'acheter des produits bio ou bien d'agriculture raisonnée ou de savoir d'où ça vient, effectivement, si on fait pousser ça dans son jardin. Voilà, on sait qu'il n'y a pas de pesticides. C'est vrai que comme on utilise l'intégralité des ingrédients, et c'est souvent justement les épluchures, ce qu'on considère comme épluchures, donc par exemple l'écorce d'orange ou bien les fans de la botte de radis, qui sont exposés aux pesticides. Et donc, il est vraiment important de prendre des produits sans pesticides ou bio. Donc oui, privilégier du bio. Si vous avez un doute sur vos produits, sur la provenance, vous pouvez les faire tremper dans de l'eau pendant, donc soit les frotter, donc par exemple une orange, on peut la frotter avec une petite brosse. Moi, j'utilise du bicarbonate de soude, je mets de l'eau et puis je mets un petit peu de bicarbonate et je laisse tremper quelques dizaines de minutes dans de l'eau. Ça permet d'enlever quand même un petit peu des résidus si jamais je ne sais pas si mon produit est bio ou j'ai un petit doute. Donc, je vais vous présenter des petites astuces, du coup, qui va vous permettre, en fait, d'optimiser justement ces parties qui finissent habituellement à la poubelle. Alors, la première astuce ou technique de cuisine, c'est la congélation. C'est un peu mon meilleur ami quand j'ai pas le temps. La congélation, ça permet en fait de garder et de remettre à plus tard. Je ne vais pas vous mentir, la cuisine anti-gaspillage ou le zéro déchet, ça prend plus de temps. Mais c'est normal parce que vous avez au final plus de choses à manger et dans votre assiette. Donc, on va devoir pas se paniquer, il ne faut pas se stresser et se dire « Ah, il faut que j'utilise vite mon déchet maintenant, sinon il va moisir et j'aurai pas le temps. » Si vous le placez au congélateur, vous pouvez le garder pour plus tard. Par exemple, vous achetez une botte de poireaux, puis vous allez utiliser le blanc pour faire une quiche, mais le vert, vous ne savez pas quoi en faire, mais placez-le au frigo. Ainsi que votre carcasse de poulet qui vous restera après avoir mangé votre poulet. Mettez-les au frigo, au congélateur, pardon, et venu le week-end, quand vous avez du temps, vous placez ça dans une casserole. Ça ne vous prend pas beaucoup de temps, mais ça va prendre du temps de cuisson. Vos verres de poireaux plus votre carcasse de poulet. Et vous allez faire pendant 2 heures, mijoter ça à feu doux. Et ça va faire votre bouillon de poulet que vous allez pouvoir garder, même recongeler derrière pour plus tard si vous en avez trop. Mais du coup, vous aurez optimisé vos restes quand vous avez le temps et que vous n'êtes justement pas stressé. Là, j'ai mis une petite photo des glaçons de vin. On a toujours à la maison une bouteille de vin qu'on ne va pas tout à fait finir. Il reste, on ne sait pas quoi en faire, ça va rester, ça va traîner dans la cuisine, puis après ça va virer au vinaigre. Congelez votre vin dans des petits bacs à glaçons comme ça. Et quand vous avez besoin d'un peu de vin, alors souvent c'est pour déglacer, on appelle ça en cuisine, donc c'est décoller les sucs, c'est les parties qui vont accrocher au fond de la casserole quand vous faites par exemple un risotto. Vous mélangez donc vos oignons avec votre riz et vous avez des matières qui vont accrocher. On a besoin d'une acidité en fait pour décoller ça et on utilise du vin blanc en général pour le risotto. Et donc, si vous avez vos petits glaçons de vin, vous pouvez juste en jeter 2 ou 3 au fond de votre casserole et vous aurez utilisé justement ces restes de vin.
Alors, une autre technique, c'est l'infusion, que j'affectionne tout particulièrement. J'adore faire infuser plein de trucs parce que ça donne du goût. Et en fait, on peut utiliser les parties, là, comme les queues de fraises. Donc là, c'est la saison des fraises. On a tendance à les couper et à les jeter, alors qu'il reste justement un petit peu de fraises. Et si vous mettez ça dans l'eau avec la queue, vous allez avoir en fait très rapidement, au bout de 2 heures, je dirais, une boisson aromatisée à la fraise. Il y a pas mal d'amis à moi qui ne me croyaient pas et ils ont testé, ils étaient là, ah mais oui, ça goûte vraiment la fraise. Ben oui, vous pouvez même ajouter des tiges de menthe, des tiges de basilic, des choses que vous allez jeter, un zeste d'agrumes aussi. Mais donc voilà, ça c'est une infusion à froid. L'autre infusion, c'est l'infusion à chaud. Donc par exemple, je pense pour changer un peu des fruits et légumes à la croûte du parmesan. Le croûte du parmesan, une fois que notre parmesan est fini, on a tendance à la jeter, alors qu'elle peut se garder très longtemps, même pas au congèle, mais au frigo. Pendant longtemps, vous pouvez la garder. Et si vous la faites infuser dans un bouillon avec des épluchures de légumes, ou bien dans votre bouillon de poulet dont on parlait tout à l'heure, vous rajoutez ça, vous pouvez avoir un bouillon parfumé au parmesan. C'est super sur une petite soupe, plus en hiver, peut-être une minestrone parfumée au parmesan, ou bien utiliser pour mouiller aussi un risotto. C'est top si ça va bien avec. Très risotto ce soir. Donc voilà pour les infusions à chaud. Une autre technique de cuisine, c'est la friture. Alors elle n'est pas aimée de beaucoup de personnes parce qu'on en a peur, c'est gras, mais ça permet de manger des parties qui sont difficilement mangeables d'habitude. Je pense au pédoncule du poireau, la partie un peu velue à l'extrémité du poireau qui est en fait la racine. Si vous le nettoyez bien, parce que souvent il y a de la terre, vous enlevez bien la terre, les petits cailloux, puis vous la séchez, cette partie, vous la séchez et vous trempez ça dans la farine, puis dans des épices comme du paprika ou bien du curry. Et vous allez frire ça à une température de 170-180 degrés. Vous allez en fait pouvoir manger justement ce pédoncule de poireau. C'est croustillant, ça se garde ensuite, puisque en fait frire, c'est enlever l'eau qu'il y a à l'intérieur d'un ingrédient et ça permet du coup de le garder longtemps. Vous pouvez mettre ça dans une petite boîte et le garder. On peut frire aussi les fans des carottes, je trouve que ça marche très bien. Pardon. C'est joli, c'est très décoratif, puis c'est croustillant, ça ressemble un peu au persil frit avec les croquettes de crevettes. Et ça marche bien. La friture, c'est en fait sécher bien une fois que c'est frit, mais ce qui est dangereux, ce qui est pas bon justement quand ça devient trop gras, c'est si on ne frit pas à la bonne température. C'est important d'avoir une huile qui est propre, qu'on change suffisamment souvent et également qu'on frit à la bonne température. Donc n'hésitez pas à tester la température de votre huile avant de frire quelque chose. Moi, j'utilise souvent une gousse d'ail qui me reste, une demi-gousse d'ail que je jette dedans. Et si ma gousse d'ail tombe au fond de ma casserole ou de ma friteuse, ça veut dire que l'huile n'est pas à bonne température encore. Elle n'est pas assez chaude. Par contre, si ça fait plein de petites bulles et que ça reste vers la surface, c'est que c'est bon, on peut frire et que c'est à bonne température. Alors, une autre option, c'est le confisage, confire. Alors là, je vous ai mis une petite photo de gelée d'épluchures de pommes. Dans la pomme, en fait, il existe un gélifiant naturel qui est la pectine, qu'on utilise maintenant, qu'on trouve même en pharmacie et qu'on utilise comme gélifiant dans l'industrie. Et du coup, c'est naturellement dans les pépins et également dans la peau de la pomme. Et si vous mettez des épluchures de pommes, les trognons de pommes avec les pépins dans de l'eau et du sucre, vous pouvez en fait cuire tout doucement, puis ça va réduire, ça va évaporer l'eau et ça va venir se gélifier naturellement et faire une gelée d'épluchures de pommes. L'idée du confisage, en fait, c'est de remplacer l'eau par le sucre. Et donc, c'est un moyen de conservation. C'est comme on fait des confitures. On va enlever de l'eau et on va pouvoir du coup se garder beaucoup plus longtemps les confitures que des fruits frais. Je repense à mon épluchure d'orange de tout à l'heure. On peut confire aussi les zestes d'orange, par exemple.
Du coup, si vous mettez ça, pareil, dans une casserole avec de l'eau et du sucre, que vous laissez ça réduire, le sucre va rentrer dans la pelure d'orange et ça va pouvoir être mangé. On trempe ça dans du chocolat, ça marche très bien aussi avec des zestes de citron ou bien des morceaux de gingembre aussi. Le gingembre confit, c'est assez délicieux. Donc voilà, le confisage qui est une technique de conservation et qui a une bonne utilité zéro déchet pour optimiser certains restes. Alors, une autre option, je suis allée trop vite, le séchage. Alors, j'ai pas mal de gens qui me disent, moi, le congélateur, oui, mais ça utilise de l'énergie, donc c'est pas très anti-gaspillage au final, et qui préfèrent justement le séchage. C'est vrai que le congélateur, et puis pas tout le monde a un congélateur en plus à la maison. Des fois, on a juste un freezer. Et ça va utiliser de l'énergie. Et le séchage, c'est un bon remplacement justement du congélateur. L'idée du séchage, c'est d'enlever l'eau qu'il y a dans les ingrédients pour pouvoir les conserver plus longtemps. On peut sécher énormément de choses, tout, que ce soit des morceaux de fraises, des pommes en rondelles, des graines, je pense aux graines de potimarron, alors je les garde, on en mange, on les utilise. Et puis quand on fait, alors plutôt à l'automne, mais une butternut, on peut garder justement ces graines et les faire sécher. En fait, une fois qu'on a enlevé les fibres oranges de la courge, on les fait sécher au four avec un peu d'huile, un peu de sel, et ça permet en fait de les manger tout simplement et de les utiliser en petit topping comme ça sur une soupe, une salade, c'est très bon. On peut sécher également du pain. Donc là, c'est ce que j'ai mis en photo, une photo de bread pudding ou de pain perdu. Donc soit ça se fait dans un moule à gâteau comme sur la photo, mais aussi à la poêle. C'est un mélange de lait. Moi, je mets de la crème parce que c'est plus gourmand, du sucre. Là, on avait mis des cranberries, on avait même mis du rhum. Et du coup, on trempe notre pain sec ou bien notre brioche et on peut faire cuire ça ensuite à la poêle. Et c'est un super petit déjeuner ou un goûter là, avec du caramel au beurre salé, ça marche très bien. Le pain, c'est un peu infini. Si à partir du moment où on le fait sécher, on peut le réutiliser énormément. Il y a beaucoup maintenant de boulangers qui commencent à réutiliser leur reste de pain. Il existe maintenant des machines qui permettent en fait de transformer en chapelure le pain, donc le pain sec, et de le réutiliser sous la forme de biscuits. Donc les boulangers vont refaire quelque chose avec pour le revendre derrière. Et donc ça, c'est des super initiatives. Mais donc à la maison aussi, on peut faire de la chapelure, on peut l'aromatiser cette chapelure, on peut mettre des herbes dedans, du parmesan, des zestes de citron aussi. On peut faire des croûtons, couper en petits cubes, mettre ça au four à 180 avec un petit peu d'huile, un petit peu de sel, un petit peu d'épices et garder ça après dans un pot. Ça se conserve très bien, pareil sur une salade, dans une soupe, un gaspard chaud, c'est très bon. Certains pains pourrissent, quel pain choisir? Alors, si certains pains pourrissent, c'est justement à cause de l'humidité qu'il y a dedans, normalement. Donc, du coup, c'est pour ça, si votre pain, il n'est pas complètement sec et que vous voulez justement l'optimiser en chapelure ou en crouton, il faut le sécher encore au four et donc le rendre vraiment très sec pour enlever complètement l'humidité. Mais du coup, quel pain choisir? Plus vous allez vers un pain de qualité, mieux c'est. Donc, chez des boulangers qui utilisent peut-être du levain ou des chouettes farines, c'est sûr. Mais normalement, la pourriture va venir justement de l'eau. Donc, bien sécher ou bien tenir nos pains dans des endroits secs et pas humides. J'espère que j'ai répondu à la question. Et sécher un cake comme un banana bread, c'est possible. C'est-à-dire un gâteau qu'on a déjà fait. Je pense que c'est possible, mais il y a quand même beaucoup d'humidité et il faudrait, je pense, énormément de temps pour le sécher. Donc l'idée de sécher, les ingrédients qu'on sèche, normalement l'idéal c'est de sécher au soleil. Hein. Ça serait vraiment le top, mais en Belgique c'est peut-être un peu difficile. Mais l'idée c'est de sécher à basse température, entre 50 et 70 degrés au four. Plus votre pièce de votre ingrédient que vous voulez sécher va être grosse, plus ça va mettre du temps forcément.
Du coup, un banana bread, ou bien il faudrait le couper en très fines tranches ou bien en tout petits morceaux pour le sécher le plus rapidement possible. Mais il faut au moins 2 heures, par exemple, pour sécher des petites pièces à basse température. Plus on va, en fait, l'idée, c'est pas de cuire, c'est juste de faire évaporer l'eau à moins de 100 degrés, du coup. Mais donc, ça va être il faudrait le tailler très, très fin ou presque le mixer et en faire une pâte, peut-être. Ça serait possible. Moi, j'utilise donc je fais une recette de gâteau avec de l'amande et je fais un lait d'amande et on récupère, une fois qu'on a fait le lait d'amande, donc on fait tremper nos amandes dans de l'eau pendant, ouais, peut-être la veille, c'est mieux de les mettre la veille. Et on mixe avec de l'eau et ça fait un lait d'amande qu'on peut boire qui est sans lactose pour les personnes intolérantes. Et à côté de ça, on va récupérer une pâte justement qu'on appelle l'okara, qui est cette purée d'amande qui reste après le lait d'amande. Et ben, on peut faire sécher cette pâte qui est assez humide, même si on sort bien tout le lait. On peut la faire sécher au four, pareil, à basse température, si on l'étale bien fine sur un papier. Et du coup, ben, la garder pour plus tard, l'utiliser comme tuile, comme base d'un autre gâteau, faire un cheesecake par exemple, avec cette base d'okara, donc cette amande desséchée. Alors, un autre séchage que je voulais vous montrer, c'est les gousses de vanille. Moi, j'ai un parcours de cuisinière, mais également surtout de pâtissière. Et alors, je ne sais pas si je vais vous... Alors, je voulais arrêter, mais je ne trouve plus. Ah, voilà. Voilà, l'arrêter la présentation pour vous montrer. En fait, je dessèche mes gousses de vanille. Une fois que je les ai utilisées, on a tendance à prendre que le cœur de la vanille, donc que les petits grains. Et en fait, tout se mange dans une gousse de vanille. Et vu le prix, vaut mieux l'utiliser jusqu'au bout. Mais une fois séchée, en fait, on peut la mixer une fois qu'elle est bien sèche et la réutiliser dans une préparation ou la faire infuser une deuxième fois. Ou bien, comme moi, la mettre dans un pot avec du sucre et vous avez votre sucre vanillé maison. Qui est super facile à faire finalement et qui se garde pendant très longtemps. J'ai une personne la dernière fois, un atelier, qui me disait qu'elle elle mettait ça dans du rhum et que c'est pour les rhums arrangés que ça marchait super bien. Mais oui, évidemment. On peut faire aussi de l'essence de vanille, donc oui, mettre ça aussi dans l'alcool et on va avoir de l'essence en fait concentrée de vanille, mais ça va prendre plusieurs semaines, voire mois à se transformer. Alors, je vais juste, tac, 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 remettre les questions, s'il y en a. Alors, une autre technique de cuisine qui est utilisée pour limiter le gaspillage, c'est mixer et extraire. Donc là, on va voir justement, on va passer en cuisine après, et on va voir le pesto de fan de radis. Donc, c'est la première recette que je vous propose ce soir. Et du coup, c'est de mixer les fans de radis avec de la ricotta, de l'huile, des pistaches, un peu de jus de citron. Et pour pouvoir manger justement ces fans de radis qui sont bonnes à manger crues, mais qui sont un peu drues en salade. Enfin, on ne va pas manger une salade de fans de radis, c'est un peu difficile comme ça. Mais mixer justement avec la ricotta qui va adoucir ce côté un peu piquant de la fan de radis, ça marche très très bien. Et donc, il y a pas mal de choses à faire. Pour extraire, je pensais aux tiges d'épinards. Les tiges d'épinards, si vous gardez-les et mixez-les dans des jus, vous allez extraire du jus d'épinards et c'est super bon parce qu'il y a plein de vitamines là-dedans, dans des épinards crus à garder. Donc, faire des jus de tiges, en tout cas, ou des tiges de betterave, ça marche bien aussi. Et enfin, la dernière technique que je laisse dans la boucle, parce que finalement, elle fait partie de tout ça, c'est le compostage, puisqu'il vaut mieux jeter au compost que jeter dans nos poubelles blanches nos déchets alimentaires. Donc, si personne n'a de questions jusque-là, on va passer en cuisine. Alors, du coup, voici les deux petites recettes qu'on va faire aujourd'hui.
Alors, la première, comme je vous le disais, c'est un pesto de fan de radis. Donc, l'idée, en fait, ça a été de prendre le pesto, la base traditionnelle italienne, mais normalement, c'est avec du basilic, des pignons de pain, du parmesan. Et donc là, on a un peu changé justement pour utiliser nos fans de radis. On a mis de la ricotta à la place du parmesan, des pistaches à la place des pignons de pain. Et puis, on a laissé l'huile d'olive, la gousse d'ail, on a rajouté un petit peu de citron aussi. Donc ça, c'est la première recette. La deuxième recette, c'est plus une astuce. L'idée, c'est de vous montrer comment on fait un pickles. Le pickles, c'est simplement des fruits ou des légumes au vinaigre. Ça vient d'Inde à l'origine. Là-bas, ils font aussi des fruits en pickles. C'est plus connu maintenant. On appelle pickles d'ailleurs parce que c'est connu dans les pays anglo-saxons. C'est devenu un peu à la mode. En fait, c'est une vieille technique de conservation. Le vinaigre permet de conserver. Et donc là, on va mettre en pickles des tiges de fenouil, mais c'est une technique qui peut s'adapter à plein d'autres choses et qui permet justement de conserver. Donc vous allez voir avec les tiges de fenouil, c'est vraiment un condiment. Ça devient un condiment et ça peut se garder au frigo pendant plusieurs semaines, voire des mois. Mais on peut décliner du coup la recette avec plein d'autres choses comme des lamelles de betterave ou bien des tronçons de rhubarbe. Moi, j'aime beaucoup ça et sur des rillettes de poisson, ça marche vraiment bien. Du chou aussi, des radis, même du chou-fleur. Donc voilà, c'est une technique qui je trouve assez intéressante et chouette à exploiter. Donc du coup, je ne vais pas m'attarder sur le matériel puisque personne cuisine aujourd'hui. Je vais vous expliquer tout ça en direct. Et puis, comme je vous disais tantôt, vous allez recevoir les recettes à la maison, de toute façon. Alors, non, je reviens à l'arrière et j'arrête la présentation. Alors, je vais juste décaler pour que vous voyez tous bien ce qui se passe. Juste garder les questions pas loin. Et voilà. Alors, on va commencer. Donc, pour la première recette, ce qu'il va vous falloir, c'est l'outil principal, c'est un robot. Alors, comme celui-ci, ça, c'est un petit robot. Moi, du coup, je vais faire la recette en 2 fois. On va faire que la moitié parce que le robot est petit. J'ai pris celui-là parce qu'il est plus silencieux puis on voit mieux. Sinon, si vous avez un robot comme ceci, donc ça, c'est un blender avec une hélice, vous pouvez évidemment faire la recette en entier. Et il faut une certaine quantité en fait pour utiliser ce robot-là, le blender. Donc c'est pour ça que la recette est avec 2 bottes de radis au lieu d'une comme on va voir là maintenant. Donc ça c'est l'outil principal. Donc ces petits robots, ça va avec cette partie-là qui est ce qu'on appelle une girafe. Enfin, c'est tout simplement un mixeur à soupe. On appelle girafe dans l'horeca en restauration. Donc la première étape, ça va être de laver vos radis. C'est ce qui va vous prendre le plus de temps. Là, je l'ai déjà fait. Donc, vous pouvez évidemment couper vos fans et les laver à part, les radis. Moi, je les lavé tout ensemble et pour vous montrer juste qu'on va découper, qu'on va prendre juste les fans puisque c'est ça qui nous intéresse. Donc, cette recette, en fait, c'est pas tout à fait comme le pesto parce que ça va être plus onctueux parce qu'on a de la ricotta. Nous, on propose comme un dips, comme un petit apéro où on peut tremper justement les radis dedans. Donc, pour utiliser toute notre botte de radis, on va tremper ça à la fin dans notre petit pesto, mais ça peut s'utiliser dans des pâtes. J'ai essayé, ça marche, c'est très bon, ça marche très bien. Ça peut s'utiliser sur un poisson pour un lunch avec des légumes grillés sur une tartine de pain, c'est très très bon, ou sur des crackers pour l'apéro, c'est top. On va mettre du coup nos fans de radis dans le robot. On va ajouter notre ricotta. Donc la ricotta, c'est un peu un fromage 0 déchet, puisqu'en fait, à l'origine, la ricotta, c'est fait avec le petit lait qu'il y a quand on fait les mozzarella en Italie.
il y a ce qu'on appelle le petit lait qui reste après avoir fait la mozzarella, et c'est une partie qui n'est pas très grasse. Et du coup, on utilisait traditionnellement cette partie pour faire la ricotta. On va ajouter l'huile d'olive. Donc là, du coup, il y a 50 grammes de ricotta. Il y a 60 millilitres d'huile d'olive, donc pour une botte de radis. On va ajouter des pistaches. Alors, on a choisi des pistaches, mais ça pourrait être vraiment n'importe quoi d'autre comme graines. Ça pourrait être des noix de cajou, des amandes, des noisettes, des noix de Grenoble, n'importe quoi qui vous plaît, ce que vous avez à la maison. Là, moi, j'avais choisi des pistaches, comme ça, on va garder le beau vert des fans de radis. À la différence du pesto, justement, de basilic traditionnel, qui s'abîme rapidement parce que le basilic, c'est très fragile, ce pesto-là reste bien vert pendant plusieurs jours. Donc là, on a ajouté les pistaches et on a mis 40 grammes de pistaches. On va ajouter du jus de citron. Alors, comme j'ai fait l'atelier déjà hier, du coup, j'ai déjà mon citron qui est coupé, mais je voulais vous montrer pour les zestes du citron. Quand vous avez une agrume, que ce soit un citron ou une orange, ne jetez pas vos zestes, que je vous disais. Ce qu'il y a dans la peau, en fait, dans l'extérieur, c'est comme si c'était l'huile essentielle de l'agrume. C'est hyper riche, c'est plein de goût et c'est très intéressant à garder. Du coup, en fait, gardez vos zestes, vous pouvez les congeler, vous pouvez les mettre aussi dans des bacs à glaçons, verser de l'eau dessus et puis mettre un glaçon dans le verre de vos invités, ça fait très bien un apéro, mais vous pouvez les placer au congèle, les garder pour plus tard, les utiliser par exemple quand vous faites votre risotto, justement, vous mettez un zeste de citron ou une semoule avant de verser l'eau bouillante, vous mettez un zeste de citron, ça va donner du goût pour un taboulé. Mais du coup, si vous n'avez pas de zesteur, alors un zesteur, c'est ça. C'est une espèce de râpe à fromage, mais très fine, qui permet d'avoir des zestes tout fins. Et donc là, on peut mettre les zestes dans une préparation comme une pâte à tarte. Ça peut être dans une crème chantilly ou bien dans une semoule aussi ou un gazpacho. Vous pouvez aussi peler votre citron avec un économe, tout simplement, et faire des gros zestes. Et donc là, c'est là que je vous parlais des zestes, justement, pour le risotto, ou bien les couper fins, les mettre dans vos bacs à glaçons en les tournant comme ceci. Et ça fait bien dans vos glaçons. Donc voilà, je voulais vous montrer ça avec la partie extérieure du citron. Alors là, du coup, on va récupérer le jus. Donc, pelez vos agrumes avant de les utiliser, avant d'utiliser le jus. C'est beaucoup plus facile de le faire avant. Vous allez me dire que la partie blanche, bah, du coup, on ne va pas l'utiliser. Qu'est-ce qu'on peut en faire? Alors, il n'y a pas, si on n'utilise pas comme le gâteau à l'orange dont je vous ai parlé, je vous ai dit la recette du gâteau à l'orange entière. Je ne sais plus, d'un coup j'ai un trou. De cuire les oranges pendant 1 heure dans de l'eau pour les rendre molles et en faire une purée d'agrumes pour les mélanger avec, en faire le gâteau. Je ne sais plus du tout. J'ai un doute. Non, je ne l'ai pas expliqué. D'accord. Et ben, en fait, on peut utiliser du coup les agrumes en entier si on les fait cuire justement dans de l'eau pendant 1 heure. Ça permet en fait de laver l'agrume, d'enlever son amertume et ça la rend toute molle et on peut la mixer avec un robot. Et si on mélange cette purée d'agrumes, ben là on avait mis de la poudre d'amande, poudre de noisette, des œufs, du sucre. Ça nous permet d'avoir ce gâteau qui a le goût, alors beaucoup de gens me disent, ça a le goût du Pim's. Je ne sais pas si vous voyez ce biscuit au chocolat et à l'orange, et qui a en fait le goût de zeste d'orange qu'on ne connaît plus, qu'on a oublié, et qu'on a une référence industrielle plutôt que la référence du zeste, parce qu'on n'a plus l'habitude justement de goûter ces parties-là. Mais du coup, je reviens à ma partie blanche qu'est-ce qu'on peut en faire de cette partie? Alors là, si on vient prendre le zeste à l'extérieur plus le jus, moi, ce que je préconise de faire, c'est de garder le citron pressé qui reste et de le mettre en fait dans du vinaigre ménager. Moi, j'utilise du vinaigre pour le calcaire pour nettoyer ma salle de bain. Et en fait, le citron, c'est antiseptique. Donc, ça va vous donner une odeur de citron. Et en plus, ça va être antiseptique pour votre salle de bain ou votre cuisine. Donc, voilà, gardez tout du citron. Du coup, on va presser. J'utilise une fourchette pour presser. Je vais casser en fait les fibres de mon citron. Tac, tac, tac.
et je presse. Donc, normalement, sur la grosse recette, il faut un demi-citron. Là, il me faut, pour une botte de radis, juste un quart de citron. On va ajouter de l'ail. Alors, l'ail, c'est un peu au goût. Si vous avez un rendez-vous galant après, vous pouvez ne pas en mettre du tout. Si vous adorez l'ail, vous pouvez en mettre 3. Alors, une petite technique pour éplucher l'ail, vous coupez l'extrémité, ici le petit bout, et vous venez avec votre lame, donc on enlève cette partie-là, et vous venez avec votre lame de couteau taper dessus et votre paume de la main. Ça va l'écraser un peu et ça va permettre en fait qu'elle s'enlève tout facilement de son épluchure. Du coup, on la rajoute. On va ajouter, j'ai ajouté l'huile, le jus de citron et les pistaches, on est bon, plus la ricotta. Et maintenant, il ne reste plus qu'à mixer. Alors moi, j'aime assaisonner à la fin. La botte de radis, enfin les flammes de radis, c'est un petit goût poivré. Donc des fois, ce n'est pas nécessaire de mettre du poivre. Il y en a des plus ou moins piquants en fait de radis. Du coup, des fois, ce n'est pas nécessaire. Du sel, en général, on peut rajouter à la fin. Donc là, hop, je vais mixer mon petit pesto. Et voilà. Hop. Le monde, je vais le débarrasser dans un bol. Du coup, voilà, on a un pesto qui est un peu plus onctueux et moins huileux que le pesto traditionnel. Moi, j'aime bien ne pas trop mixer, comme ça, on a de la texture. On a la texture des pistaches qui reste. Après, si vous voulez quelque chose de très mixé, vous pouvez continuer à mixer. Du coup, hop, je vais le débarrasser. Donc vraiment, ça se mange très facilement et moi, je ne m'en lasse pas. Pourtant, qu'est-ce que j'en ai mangé? Qu'est-ce que j'en ai fait pour faire goûter? On présentait cette recette justement quand on présentait notre livre. Et la petite anecdote qui est assez rigolote, c'est que les gens, donc on leur proposait du coup un radis comme ceci à plonger dedans et pour goûter. Et donc ils croquaient dans le radis, puis ils me rendaient cette partie-là, donc l'extrémité, le vert du radis, et je leur expliquais qu'en fait ils venaient de tremper dans les fans justement qui me rendaient, donc ils pouvaient le manger et que ça se mange. Moi je goûte, hein, comme ça vous donnera envie. Alors, petite question, j'ai la bouche pleine. Vous n'enlevez pas le centre de la gousse d'ail du coup? Non. Non, je le garde. C'est si vous parlez peut-être du germe. S'il y a un trop grand germe, pardon, j'ai la bouche pleine, vous pouvez l'enlever, effectivement. Mais si votre ail est bien gardé, normalement, il ne devrait pas germer. Donc, si vous le laissez garder dans un endroit sec, donc voilà, mais évidemment, s'il y a un trop grand germe, il est mieux de l'enlever parce que ça peut être un peu toxique. Mais là, je ne l'ai pas enlevé. Il ne me semblait pas qu'il soit trop grand, le germe. Je prends le risque. La deuxième recette, c'est du coup le pickles, donc, qui est assez facile. Donc, c'est la technique du pickles qui est de l'eau, du vinaigre et du sucre. Ça, c'est la base. Donc, on va mettre dans une casserole 40 centilitres d'eau, 5 centilitres de vinaigre blanc. Donc là, j'ai choisi un vinaigre blanc parce que ma préparation va être, je la veux transparente parce que c'est clair, mais ça peut être n'importe quel vinaigre. Ça peut être, si vous faites des betteraves, ça va devenir tout rouge de toute façon, donc vous pouvez utiliser un vinaigre rouge, mais n'importe quel vinaigre, même les vinaigres aromatisés, peuvent faire l'affaire. Et ensuite, on va mettre du sucre. Donc là, c'est du sucre de canne blond et c'est 25 grammes. On va ajouter des condiments. Donc là, c'est un peu ce que vous avez dans vos placards et comme vous le souhaitez. Donc, tout est optionnel et tout est interchangeable. Là, j'ai du poivre blanc. Je mets quelques grains, 3-4. J'ai de la badiane. Alors, c'est de l'anis étoilé comme ceci. Et du coup, c'est un peu anisé comme ça, donc ça va bien avec le fenouil. Je mets une petite badiane et j'ai des graines de moutarde
Ça va bien, donc je mets ça. Mais ça peut être des baies de genêt grillées, de la cardamome, des graines de coriandre, des graines de fenouil. Ça peut être vraiment ce que vous avez, et même des tiges en fait de menthe, de basilic que vous allez jeter et qui peuvent s'infuser en fait dans votre mélange. Donc voilà, là il y a le sucre. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Voilà, et on va juste monter ça à ébullition. Donc, je mets ça à chauffer et ça va bouillir tout doucement. Pendant ce temps, je vais couper du coup mes tiges de fenouil. Donc là, ce qui m'intéresse, c'est ces parties-là, qu'en général, on jette, qui sont assez fibreuses en fait, qui sont dures à manger comme ça. Et donc là, le pickle, ça va permettre de ça va les rendre croquants, mais tout à fait mangeables et pas du tout fibreuses. Moi, j'aime bien aussi garder ces parties-là, donc les parties un peu souples, les tiges, ça ressemble à de l'aneth. Et ça se met dans les salades et c'est très joli en décoration. Ça se mange cru, il n'y a pas besoin de le mettre en pickles, mais ça peut aussi se mettre en pickles et de les garder telles quelles aussi. Du coup, je vais couper en tronçons mes tiges de fenouil. Là, j'ai un peu plus que les tiges, donc à peu près des tronçons de 1,5 cm. Donc comme ceci. Si vous pouvez évidemment couper plus grand, plus petit, il n'y a pas de problème. En fait, ce qui va changer, c'est le temps que ça va prendre pour pickleiser, si je peux dire ça. Donc, plus c'est gros, plus ça va mettre du temps à devenir un pickles. C'est une recette qu'on ne va pas pouvoir manger tout de suite, puisqu'il faut attendre à peu près 24 heures pour que ça devienne du pickles, et surtout que ça refroidisse une fois qu'on l'a fait. Donc, je coupe tout ça. Là, ça bout, je vais éteindre. L'idée, c'est juste que ça monte à ébullition, que ça soit bien chaud et que tout le sucre soit dissous. Je vais mettre du coup dans un bocal en verre. L'idée, c'est d'avoir juste un bocal qui résiste à la chaleur, puisqu'on va verser un liquide bouillant dessus. Donc mes tiges de fenouil dans mon bocal, et j'ajoute du coup mon liquide avec mes petites graines sur mon pickle, sur mes tiges de fenouil. Et donc voilà, mon pickles, alors c'est un pickles minute, mais mon pickles minute est réalisé. On ne va pas le fermer tout de suite, il faut le laisser se tempérer. Si vous fermez tout de suite, ça risque de dégazer et de faire sauter votre bouchon. Alors peut-être pas un bouchon en verre, mais ça risque de faire du gaz. Laissez refroidir, puis après placez-le au frigo. Quand c'est complètement froid, vous pouvez fermer et placer au frigo. Et vous avez votre pickles pendant plusieurs semaines. Il peut arriver que des fois le fenouil du coup est trop, avec le temps, devient trop vinaigré. Vous pouvez enlever les petits restes de fenouil et réutiliser vous filtrez, vous réutilisez le liquide, vous le refaites bouillir, vous le remontez à ébullition et vous le reversez sur autre chose, sur un autre légume à transformer en pickles. Et ça remarche, vous l'avez ainsi stérilisé quand vous avez remonté à ébullition. Donc voilà, nos deux recettes, notre pickles minute et notre pesto de fan de radis et ricotta et pistache. Alors, petite question, ça reste liquide, ça s'utilise sur quoi? Oui, ça restera liquide. Oui, le pickles, ça reste liquide, c'est juste, ça va devenir, en fait, le fenouil va devenir très croquant, comme les cornichons, en fait. C'est la technique du cornichon. C'est juste que c'est un pickles qu'on dit minute parce que c'est rapide. Normalement, traditionnellement, pour faire des cornichons au vinaigre, on va en fait mettre plusieurs liquides qu'on va changer au bout de un certain temps, plusieurs jours. Ça met plus de temps à faire. Mais oui, ça reste tout à fait liquide. Ça s'utilise sur plein de choses. Nous, on l'utilise vraiment comme les cornichons à la maison, dans des sandwichs, sur des petites rillettes de poisson en apéritif, c'est super. Dans un burger aussi, ça marche. Donc, c'est vraiment un condiment que vous pouvez associer à tout. La recette qui vous sera envoyée, d'ailleurs, c'est une recette complète qui est dans le livre. Et du coup, c'est une salade croquante de fenouil. On utilise tout le fenouil et cette partie-là aussi, avec un maquereau et les pickles de fenouil. Donc, vous aurez toute la recette dont le pickles qui est compris dedans. Alors, une autre question. Donc là, si je vais mettre ça de côté, je fais des pickles d'oignons rouges, mais je
moitié d'eau, moitié vinaigre, donc ça marche avec beaucoup moins de vinaigre. Oui, ça marche avec beaucoup moins de vinaigre. Ça doit être très vinaigré. Après, je ne sais pas quelle sorte d'oignon et surtout quelle taille vous coupez vos oignons. C'est peut-être ça que ça peut changer. Après, ça peut... C'est très fin, ouais. Alors, je pense que vous pouvez baisser la quantité de vinaigre, mais sauf si vous aimez ça très vinaigré. Vous aurez une conservation plus longue avec plus de vinaigre. Mais si vous gardez au frigo, vous pouvez le... Nous, ça ne dure pas assez de temps pour pourrir. En général, on l'a mangé avant. Voilà, mais c'est le vinaigre qui permet la conservation, en fait. Alors, je vais du coup relancer la présentation. J'espère que ça vous a plu, ces petites recettes, et que vous testerez à la maison. Ça vous donnera envie et que surtout, vous ne jetterez plus vos fans de radis et vos tiges de fenouil. Alors, pour terminer, je vais faire un petit point sur l'organisation en cuisine. Alors, petite question encore juste avant, est-ce que des pickles de betterave, ça marche aussi? Oui, tout à fait. Moi, je fais des betteraves en rondelles assez fines. Enfin, pareil, comme je vous disais, si c'est plus épais, ça prendra plus de temps, mais c'est possible aussi. Et pareil, ça devient un condiment. Vous mettez ça aussi dans un burger, dans un sandwich, dans une salade, c'est super bon. Marche avec énormément de choses, avec les radis aussi. En fait, si vous avez quelque chose qui va se flétrir ou vous savez que vous n'allez pas le manger, vous pouvez le transformer en pickles, des choux-fleurs, même du brocoli, ça fonctionne. Donc, il y a plein de choses à transformer en pickles. Tout, j'ai l'impression que peut se transformer en pickles, peut-être pas tout. Mais tout ce qui est un peu croquant, en fait, je dirais. Alors, le dernier point, donc l'organisation de cuisine. Alors, c'est un point où je ne vais pas m'étendre énormément, mais je vais en parler parce que c'est important, parce que si on souhaite justement démarrer une routine zéro déchet ou anti-gaspi, on a besoin justement de ces petits tips, de ces petites choses qui va permettre justement de ne pas trop paniquer, de se dire c'est trop difficile, c'est trop compliqué. Tout changement est difficile, tout changement demande du temps au début, mais une fois que c'est mis en route, ça fonctionne et c'est possible. Et comme ce sujet est repris dans l'autre atelier qui est possible de suivre, vous pouvez vous inscrire aussi si vous ne l'avez pas déjà fait sur le site. Donc du coup, je vais juste évoquer les grands points. Le premier point, c'est planifier les repas. Ça va vous permettre de vous dégager un peu l'esprit et d'être bien au moment où justement c'est critique et stressant. Je vais rapprocher mon ordinateur. Je suis trop loin maintenant. Donc c'est vraiment le moment 19h quand tout le monde a faim, tout le monde crie qu'est-ce qu'on mange. C'est justement là où il ne faut pas se dire qu'est-ce qu'on mange. Et si on sait à l'avance, c'est tellement mieux. Du coup, faire une petite liste de ce qu'on va manger, des recettes qu'on a prévues et du coup de faire notre liste de courses. Ça nous permet de faire ça et d'aller au magasin en sachant quoi acheter. Il faut faire cette liste de courses pas loin de notre stock. Donc, quand je dis stock, c'est notre frigo, ce qu'il y a dans notre frigo et dans nos placards. Comme ça, vous savez ce qui vous reste et vous n'allez pas surstocker. Vous pouvez acheter juste ce qui vous manque. Donc, faites ça dans votre cuisine, votre liste de courses et pas ailleurs au travail, c'est mieux. Le deuxième point, du coup, mon deuxième point est caché par ma fenêtre. C'est gérer ses achats. Alors là, première chose et qui est un peu essentielle, c'est acheter de saison. C'est tellement important, notamment pour ce que vous allez manger, parce que ce que vous allez manger saura plus de goût.
mais également pour votre portefeuille, parce que vous achèterez plus justement pas des choses déraisonnées, des fraises en hiver, ça coûte beaucoup plus cher que des fraises pendant la saison, la bonne saison. Donc, acheter de saison, c'est mieux pour vous, pour ce que vous mangez, pour les nutriments que vous allez avoir aussi, et aussi pour la planète, évidemment. Privilégier le local, ça va un peu avec aussi acheter de saison, parce que si vous achetez le local, bah, c'est ce qui pousse en ce moment pendant la bonne saison. Et donc, ça va de pair avec ensemble, tous les deux. Alors, une petite question, un conseil pour une appli ou site pour savoir ce qui est de saison. Alors, vous tapez sur Internet légumes de saison, vous aurez plein de calendriers. À Bruxelles, en ce moment, je crois que ça fait un petit moment, c'est la mode des calendriers justement dessinés de légumes. On en trouve dans tous les magasins bio, ils les donnent même des légumes de saison. Vous avez un mois, vous avez tous les légumes disponibles. Moi, j'ai ça quand je travaille, justement, quand je crée des recettes pour des clients. J'ai toujours mon petit calendrier avec les légumes de saison. Donc, je sais qu'il y en a qui est donné. Et sur Internet, il suffit de taper légumes de saison ou fruits de saison et vous trouverez les listes, en fait, avec tout, accessible et gratuit. Une appli, peut-être, il en existe, je ne connais pas. Un autre point, acheter les bonnes quantités. Donc là, c'est ce que je parlais tout à l'heure. En connaissant votre stock, vous allez acheter les bonnes quantités et l'idée, c'est d'acheter en vrac. Le vrac va vous permettre d'acheter juste la quantité dont vous avez besoin. Par exemple, vous avez décidé de faire, allez, je reste sur le risotto parce que j'en ai beaucoup parlé, un risotto et il vous reste un petit peu de riz à la maison, mais pas assez. Donc, vous allez acheter juste la quantité qui vous manque et vous n'aurez pas de reste dans vos placards qui resteront là pendant des semaines, voire des mois, des années. Et où les mythes alimentaires peuvent venir se loger et qui finalement finissent à la poubelle au lieu d'être un stock intéressant pour plus tard parce qu'on ne va pas manger les mythes. Donc voilà, vraiment acheter en vrac, c'est important et c'est plus juste. Manger avant d'aller faire vos courses aussi, petit conseil à la fin des achats. Parce qu'on est tellement irraisonnable quand on a faim. Si vous avez le ventre plein, vous allez bien suivre votre liste et tout va rouler comme il faut. Si vous avez faim, vous risquez de vous énerver et de vous jeter sur tout ce qui passe près de votre caddie. Et le dernier point, c'est la conservation. Donc bien conserver, ça demande un peu d'organisation, de ranger tout d'abord, mettre les choses dans des contenants qu'on puisse voir, par exemple transparents, où on sait ce qu'on a dedans et ranger son frigo pour voir ce qui reste ou ses placards pour justement pas avoir ces petits paquets qui restent au fond et qui se perdent et qui sont jetés au final. La règle du FIFO, c'est une règle qu'on a en Oreca. Il y a une personne à un autre atelier qui m'a dit non mais ça existe, c'est en anglais, ça veut dire first in, first out. Donc le premier entré, le premier sorti. Apparemment il y a un sigle, je ne me rappelle plus ce qu'elle m'avait dit, mais en français aussi. En tout cas, c'est celui qu'on a, nous, en Oreca. Et l'idée, c'est si vous achetez, par exemple, des yaourts, que vous en avez déjà dans votre frigo, bah, vous allez mettre les nouveaux derrière les anciens. Comme ça, vous sortez, vous allez consommer d'abord les plus anciens et vous n'allez justement pas dépasser la date limite de consommation et vous aurez consommé dans la bonne ligne. Chaque chose à sa place, donc c'est l'idée que tout ne va pas au frigo, par exemple. Quand vous placez des choses au frigo, ça stoppe la maturation en fait de vos produits. Le froid va ralentir la maturation, puis ça va aussi endormir le goût et les saveurs. Donc quelque chose qui sort du frigo a moins de goût que quelque chose qui est à température ambiante. Et du coup, si vous placez tout au frigo, ben, ça ne bougera plus et donc les légumes et les fruits que vous avez, et beaucoup de légumes qu'on achète aujourd'hui, ne sont pas mûrs, sont cueillis en général même verts, enfin verts, pas mûrs en tout cas, et du coup continuent de mûrir à la maison. Vous le voyez sûrement sur les bananes, vous voyez qu'elles continuent à mûrir. Donc tout ne va pas au frigo et notamment les oignons. Les courges, les pommes de terre, ça peut aller tout simplement dans un endroit sec, à l'abri de la lumière, et ça suffit, ça n'a pas besoin d'aller au frigo.
Si jamais vous avez quelque chose de trop mûr, évidemment, mettez-le au frigo, comme ça vous avez la possibilité de le consommer à temps avant qu'il pourrisse. Autre chose sur chaque chose à sa place, c'est dans vos corbeilles de fruits, éloignez les pommes et les bananes des autres fruits ou légumes à proximité parce qu'en fait, c'est deux fruits qui développent un gaz qui s'appelle l'éthylène et qui fait en fait mûrir plus rapidement ce qu'il y a autour. Donc justement, dans leur période de maturation, à la fin, ces fruits justement produisent ce gaz et donc éloignez les autres pour pas que ça mûrisse trop vite. Si jamais vous avez un avocat qui n'est pas assez mûr, par contre, placez-le avec les pommes et les bananes et il mûrira plus vite. Et enfin, faire la différence entre la DLC, donc ce qu'on a parlé tout à l'heure, la date limite de consommation, et la DLUO, la date limite d'utilisation optimale. Ce sont des dates qu'il y a sur des produits. Et la date limite d'utilisation optimale, c'est une date que mettent les industriels sur des produits, non pas parce que c'est un danger de les consommer après cette date, contrairement à la DLC, mais tout simplement parce que le produit peut perdre en propriété, en fait, en saveur ou bien en croustillant. Ils sont obligés d'apposer cette date, mais vous pouvez tout à fait consommer le produit après cette date. Il n'y a pas de risque pour votre santé après de consommer un produit après la date de la DLUO. Donc voilà, pour l'organisation en cuisine, mais comme je vous disais, Ecosie donne le deuxième atelier de mieux s'organiser pour moins gaspiller et elle vous donne encore plus de détails et plus de tips super pour bien s'organiser en cuisine. Donc voilà, l'atelier se termine. Il y a une chose qu'il faut que je vous parle absolument, si jamais ça vous a énormément inspiré cet atelier ce soir. Il est possible en fait de participer à un challenge qui est organisé aussi par Bruxelles Environnement et qui débutera à partir de septembre, mais les inscriptions sont ouvertes. L'idée, c'est de rentrer dans le concret et on vous accompagne par mail à travers 9 défis pendant 5 semaines, oui c'est ça, et on vous donne plein d'astuces zéro déchet pour réduire vos déchets alimentaires et moins gaspiller. Et donc, je vais vous mettre le site, ça, pour ceux qui sont intéressés, voilà, sur le chat. Ah non, je ne l'ai pas mis. Voilà, il est ici. Donc, si ça vous intéresse d'aller faire un tour et de vous inscrire à ça pour un challenge encore plus concret. Oui, le titre du livre, ça s'appelle Zero Waste. Et donc, il est sorti en Belgique maintenant il y a plus d'1 an. Et donc, vous avez parlé d'un livre Zéro déchet. Vous envoyez le lien. Oui. Du coup, oui, je peux vous mettre le lien en fait de notre site du livre. Alors juste, je vais devoir le chercher parce que ce n'était pas préparé. Vous pouvez voir des extraits du livre justement sur le site. Et en fait, le livre est en réalité augmentée. Donc, il y a des vidéos qui sont accrochées au livre. Vous pouvez voir en fait mes petites mains qui font la cuisine, donc comme des tutos de cuisine. Puis il y a Eric Boschman aussi, qui est un sommelier belge qui a participé au livre et qui raconte des blagues, des choses sur les accords mets et vins qu'il y a dans le livre, ou même bière et mets. Donc, plein de choses à voir. C'est un peu un livre 2.0. Donc, tout un programme. Je ne sais pas si vous avez des questions. Donc, voilà un petit formulaire de satisfaction, je pense, qui sera envoyé avec les recettes à partir de lundi. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné envie de tester des choses. Et c'est ça, moi, ce que j'aime faire passer, c'est tester, essayer, goûter. Il y a plein de choses qu'on jette et qui pourraient être utiles. Et on ne se pose pas la question. En fait, on a oublié de se les poser, ces questions. Et c'est dommage parce qu'il y a vraiment de l'or dans nos déchets. Merci à tous. Merci de votre participation et d'avoir été là ce soir.